Mesdames, Messieurs, chers amis, un grand merci. Un grand merci d'être venus si nombreux en cette fin de matinée, venus de tous les horizons de la ville pour partager ce moment convivial ensemble. Je veux vous adresser au nom de notre groupe d'élus de gauche, l'hymne citoyen à gauche, tous nos vœux de bonheur pour cette année qui débute. Mes collègues et amis, Jo Menu, qui nous vient de la France Insoumise, Corinne Giacometti, du Parti Socialiste, Sylvette Fayet, la camarade communiste, Marianne Bernet, de Génération S, Bruno Ferrier, de la grande famille radicale de gauche, Christian Bastide, communiste également et vice-président du département, et Pierre-Édouard Deplé, qui vient de ce peuple, dis-moi, de gauche engagé et qui montre la diversité de notre groupe. Et mes amis m'ont confié la responsabilité de porter la parole collective. Nous vous souhaitons de profiter au maximum de la vie en 2023, de voir se réaliser vos projets personnels, amicaux, professionnels. Bien sûr, nous savons aussi qu'en ce moment, certains d'entre nous vivent des moments difficiles et ont du mal à imaginer favorablement l'année qui vient. Bien sûr, nous savons aussi que les soucis de 2022 ne s'effacent pas sur les coups de minuit le 1er janvier. Pour autant, nous ne boudons pas le plaisir de nous retrouver, d'échanger, en se souhaitant, quelles que soient nos situations, des moments de joie, petits ou grands, individuels et collectifs. Et oui, c'est même agréable, réconfortant, de se réunir pour ses premiers vœux en présentiel du mandat. Même s'il faut rester prudent, pour nous et pour les autres, il est bon de se voir, de se retrouver, de se rassembler. Ce n'est d'ailleurs plus si évident dans le monde post-Covid, dans lequel les sociabilités anciennes tardent à revenir. Et pourtant, c'est si important de renouer les liens, les échanges, les solidarités. Nous allons en avoir besoin pour résister aux difficultés, aux coups, au vent mauvais de la division. Nous en avons besoin aussi pour penser et faire, pour réfléchir et imaginer, pour transformer le monde et le rendre plus juste et apaisé. Dans le contexte national et international qui pèse sur chacun d'entre nous, c'est plus qu'utile, c'est urgent. Guerre jusque sur le territoire européen, menaçant l'équilibre du monde. Crise économique et sociale provoquée par les soubresauts d'un système pour lequel la course au profit prime sur tout le reste. Accélération du réchauffement climatique sont les réalités pesantes du moment, auxquelles viennent s'ajouter la politique d'un gouvernement qui renforce encore les injustices. Nous le voyons avec la réforme des retraites et je vous invite avec conviction à participer à la première journée d'action et de mobilisation décidée par tous les syndicats du pays jeudi prochain. Nous le constatons aussi avec la crise énergétique. Certains d'entre eux, enfin pas d'entre nous ici, mais certains nous disent qu'il faut différencier le local du national. C'est des fois assez difficile. Quand les factures de gaz et d'électricité explosent, pour les particuliers, mais aussi pour les collectivités, et que ce sera aux maires de procéder à des fermetures d'équipements pour permettre à ceux qui profitent de la libéralisation du marché de l'énergie d'accumuler les richesses. Difficile aussi d'imaginer la vie quotidienne de nombre d'associations qui œuvrent pour la cité et qui ne tournent que par l'implication de jeunes retraités. Difficile aussi d'imaginer les conséquences sur le système de santé d'une réforme qui va nécessairement fragiliser encore la santé des plus fragiles d'entre nous. Difficile enfin quand le gouvernement impose dans un
je cite, « nouveau pacte de confiance », ils sont assez forts pour détourner les mots, la limitation des dépenses de fonctionnement, ces dépenses qui permettent d'irriguer la vie de la ville. Bref, nous le savons, tout est lié. Donc, ne négligeons aucun moment, comme celui d'aujourd'hui, pour échanger, dans un lieu inhabituel. La presse en est fait un peu l'écho, qui vit peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, et qui va disparaître à ces jeunes, victimes de l'incurie de l'équipe municipale, conjuguée aux ambitions économiques du président de Nîmes Olympique, comme un symbole ou une caricature d'une politique municipale très libérale et finalement très peu soucieuse du bien public et du développement de la ville. Mais nous, on est bien dans ce lieu de mélange et de fraternité populaire. Nous nous souhaitons encore beaucoup d'occasions de faire société dans notre vie. Ce n'est pas un vœu qui sera facile à réaliser, car en plus d'un contexte national et international qui pousse parfois au repli, qui pousse à privilégier des trajectoires uniquement individuelles, qui pousse parfois aussi à la division, on ne peut pas dire que les autorités municipales actuelles ont comme préoccupation essentielle de faire société dans cette ville, de faire ville, de créer cette communauté locale par-delà les différences. C'est parfois même l'inverse. Nous avons donc appris, avant-hier, par une étude de l'INSEE, que Nîmes était une des 10 villes françaises les plus ségrégées et que cette ségrégation se renforçait. Et contrairement au classement du New York Times qui dit que Nîmes est une destination appréciée des touristes, on n'a pas beaucoup entendu parler par la ville de ce classement de l'INSEE. Mais après tout, pouvons-nous être étonnés? On savait déjà que nous n'étions pas les plus riches. La majorité municipale le sait aussi d'ailleurs. On peut même leur reconnaître de vouloir régler le problème de la pauvreté et de la précarité dans la ville. Oui, oui. Leur méthode, faire partir les catégories populaires. C'est efficace. On a perdu des habitants. De moins en moins de logements sociaux, puisque la ville ne donne pas de terrain. On est en dessous du seuil légal. Des programmes immobiliers de standing. Et on nous dit « Ah, on n'y peut rien. C'est pas nous. C'est des promoteurs qui achètent à des particuliers. » Et hop, c'est simple, non? Les riches, c'est quand même mieux que les pauvres. Non? Ça fait plus de rentrées d'argent, alors que les pauvres, ça vient demander de l'aide au CCAS. C'est mieux les riches. Faisons donc partir les pauvres. Bon, au niveau ambition économique, c'est pas terrible. Au niveau du respect de l'égale dignité de chacun, c'est moins bien aussi. À Nîmes, il vaut mieux être un riche touriste ou un hypothétique investisseur susceptible de provoquer un ruissellement, que l'on attend toujours, comme certains attendent de Godot, qu'un habitant qui vit ou essaye de vivre dignement et correctement. Je pense à ceux qu'on a parfois applaudis lors du confinement, car ils faisaient un métier essentiel, ces aides-soignantes, aides à domicile, agents d'entretien, fonctionnaires garants du service public, petits commerçants de proximité, et qui ont besoin de se déplacer avec les transports en commun, qui souhaitent inscrire leurs enfants au conservatoire ou leurs filles au club de foot local. Le sujet est bien sûr plus complexe, mais fondamentalement, les problèmes viennent de là. Plutôt que se défier ou de mépriser une partie de sa population, la majorité municipale devrait la respecter et l'écouter, car il n'y a aucune raison que certains soient moins bien traités que d'autres. Je forme d'ailleurs ce vœu pour nous tous, et plus particulièrement pour celles et ceux qui sont en responsabilité. Écouter, entendre, comprendre. Je forme aussi ce vœu, celui de ne pas supporter les injustices et d'avoir la volonté constante de chercher à résoudre les problèmes, malgré les difficultés,
de chercher à résorber les inégalités, les injustices, et pas simplement à les constater. De ne pas laisser les moins rentables de notre système économique subir leur sort. Je pense notamment au club sportif féminin, et je salue la présence de Philippe Garnier, le trésorier du club de handball de Bouillard. Je salue Christian Tavès qui nous a rejoint du club de foot féminin de Nîmes-Coton. Ces clubs sportifs féminins, qui, vous le savez, sont injustement abandonnés par la métropole et pas vraiment soutenus par la ville de Nîmes. Je pense aussi à toutes celles et tous ceux qui cherchent depuis des années un logement social, alors que la ville ne met pas de foncier à disposition, et quand dans le même temps, les agences immobilières demandent un revenu équivalent à 3 fois le loyer, ce qui fait que des gens ne peuvent plus se loger dans notre ville. Je pense aussi à ces habitants des quartiers périphériques dont la mobilité, malgré les lignes de trambus, n'est jamais facilitée. Je pense aussi aux petites entreprises et aux commerçants du centre-ville qui voient les aides financières très importantes données par la BLE aux plus gros et se développer en même temps des zones commerciales. Je crois que notre groupe, dans sa diversité, sa complémentarité, s'est attaché depuis maintenant près de 3 ans à soulever ces situations, ces injustices. Notre groupe a débattu, argumenté, a proposé dans chacun de ces domaines. Nous n'avons pas hésité à dire quand ça allait dans le bon sens. Ça a pu arriver. Je ne vous le cache pas, trop rarement. Mais nous avons joué tout notre rôle pour demander des explications et dire quand cela n'allait pas. À l'agglo comme à la vie. Nous nous sommes toujours appliqués à dire que l'on pouvait faire autrement, que l'on devait faire autrement. Pour faire société, répondre aux besoins en respectant l'égale dignité de chacun et s'attaquer aux immenses défis à venir. Et c'est bien parce que nous arriverons à faire ville que nous arriverons à répondre aux défis de notre temps, tous ensemble. Oui, d'autres choix sont possibles. D'abord pour répondre aux enjeux environnementaux et climatiques. Car l'on peut faire toutes les zones d'activité que l'on veut. Si la ville n'est plus vivable car elle est trop chaude, peu de gens auront envie de s'y installer et beaucoup risquent même de la fuir. La renaturation de l'espace urbain, sa végétalisation deviennent des objectifs prioritaires. Pour répondre aussi aux défis immenses, défis économiques et sociaux, et cela ne sera pas simple dans le contexte actuel avec les difficultés accumulées. Un nouveau développement économique qui ne soit pas basé que sur le tourisme, utilisant tous les atouts de notre cité, utilisant les talents de sa jeunesse. Ce nouveau développement économique doit être pensé. Enfin, pour rendre les Nîmoises et les Nîmois, d'où qu'ils viennent, où qu'ils habitent, quel que soit leur âge, des acteurs de leur ville. Rien n'est possible sans l'implication des habitants qui doivent se réapproprier leur quartier et l'ensemble de la ville. On se cache trop souvent derrière des difficultés pour renoncer à une gestion plus démocratique. Je forme le vœu qu'ensemble, nous disions aux habitants de la ville que l'on peut la diriger autrement. C'est sans doute le plus difficile, après 20 ans de règne. Oui, il est possible de faire autrement, et d'ailleurs, on le voit dans d'autres villes du pays. Oui, il est possible d'associer la population à la définition et à la mise en œuvre de la politique municipale. Non, la démocratie n'est pas un gros mot, elle ne se limite pas aux moments électoraux, et non, écouter et concerter, ce n'est pas faire preuve de faiblesse. Oui, il est possible d'engager en confiance des partenariats avec d'autres institutions ou collectivités. Et non, Nîmes n'est pas une citadelle assiégée. Oui, on peut envisager une politique de transport public qui se fixe pour objectif de rendre les déplacements en bus tellement plus pratiques, rapides et peu chers que les Nîmoises et les Nîmois préféreront les transports en commun à la voiture. Et non, une gare TGV au milieu des champs n'est pas forcément un outil d'aménagement du territoire. Oui, on peut réfléchir en amont à toutes les dimensions et les implications d'un projet, et pas simplement une fois qu'on a commencé à donner les premiers coups de pioche. Non, réfléchir n'est pas un signe d'un manque de volonté.
Oui, la pratique artistique, la pratique sportive sont des choses essentielles pour bien vivre, rester en bonne santé, rencontrer, partager et échanger avec ses concitoyens. Oui, on peut imaginer un développement économique qui ne soit pas basé seulement sur le tourisme, et non, la romanité, certes essentielle, n'est pas la seule identité culturelle de la ville. Le patrimoine historique non romain de la ville, je pense à l'hôtel Séguier, à la maison de l'avocat des pauvres, et bien d'autres choses, doit être rénové, entretenu, mis en valeur. Oui, l'on peut considérer que des gestions publiques peuvent être efficaces dans nombre de domaines. Et non, il n'est pas normal de vendre des quartiers de la ville à des promoteurs privés. Oui, une politique culturelle ambitieuse et populaire est possible, avec un accès à la pratique facilité, notamment grâce au conservatoire. Et non, on n'est pas forcément condamné à ce que François-Olivier Gisbert devienne l'égérie culturelle de la ville. Oui, l'éducation de nos enfants est essentielle. Elle passe par des écoles publiques bien équipées, mais sans doute aussi par une ambition nouvelle pour les centres de loisirs et les accueils périscolaires. Oui, il est possible d'avoir un plan d'investissement pour la rénovation de la voirie qui ne dépend pas que du bon vouloir du maire et qui dépasse les seuls quartiers visités par les touristes. Franchement, l'état de certaines rues, de certains quartiers, relève de l'abandon. Oui, on peut développer l'enseignement supérieur, et je pense aussi à l'École supérieure des beaux-arts, aujourd'hui délaissée, en ayant une vraie politique pour la jeunesse dans la ville, pour lui donner envie de rester ou de venir. Et non, cela ne passe pas seulement par quelques réductions dans un pass jeune reconduit depuis bien des années. Oui, une ville peut réellement mettre en œuvre une politique publique de santé et pas seulement en temps de crise. Oui, l'on peut travailler davantage dans la proximité. Et non, ce n'est pas un manque d'ambition que de faire des équipements sportifs, socio-culturels dans tous les quartiers de la ville, plutôt que de faire un palais décoré. Oui, l'on peut concilier l'identité et la pluralité culturelle. L'identité de la ville ne s'est-elle pas forgée dans ce mélange de cultures? Oui, Nîmes est une ville-monde et c'est une chance. Oui, l'on doit considérer les habitants des quartiers populaires comme des habitants à part entière et non, ce n'est pas acceptable de leur demander d'attendre des années et des années pour qu'ils trouvent un cadre de vie convenable. On pourrait encore multiplier les exemples. Je nous souhaite donc de ne jamais prendre pour une réalité intangible ce qui nous est présenté comme certain, naturel, immuable, et de toujours questionner, bousculer cet ordre naturel des choses qui protège en réalité toujours l'intérêt des puissants. Je nous souhaite de continuer à le faire avec ambition et humilité, enthousiasme et sérieux, à l'écoute toujours de ce qui se passe dans la vie, dans la société, attentif aux espaces de novation, de coopération, de liberté qu'il nous faudra nourrir et faire grandir, à l'écoute aussi des souffrances et des difficultés, en gardant un regard lucide sur les périls et les dangers. Tout cela paraît difficile, voire impossible, mais pour reprendre les mots de Victor Hugo, rien n'est plus imminent que l'impossible. À nous, mes chers collègues, je nous souhaite de la patience, de la ténacité, continuons à conjuguer nos différences, à cultiver nos engagements communs, continuons à démontrer que l'union de toutes nos sensibilités politiques, je les ai données tout à l'heure, est non seulement possible, mais souhaitable, quand elle est fondée sur la sincérité des convictions et une volonté d'ouverture. Par les temps qui courent, je forme le vœu que bien des regards en France se tournent vers ici. Je ne serai pas plus long, je l'ai déjà trop été. Il est temps de lever le verre de l'amitié et de faire jouer
la musique et les roses des toits. À vous tous, nous adressons une nouvelle fois tous nos vœux de bonheur, de solidarité, de tolérance, de fraternité et de paix. Je vous remercie.